Bonjour à tous, dernière étape de notre voyage autour de l'ORL et de la chirurgie maxillofaciale avec ce TP. TP où j'ai essayé, comme on a quand même vu ensemble un petit peu tous les items, où j'ai essayé, de mettre des petits QI un peu différents de choses, de sujets qu'on n'aurait éventuellement pas abordés, et deux, surtout un peu moins sur un mode ECN, mais essayer de vous présenter un maximum d'iconographie et de tout petits cas cliniques autour de photos et d'iconos sur des sujets peut-être un petit peu moins classiques entre guillemets, mais pour justement que vous ayez un peu toutes les. C'est que des choses qui sont dans le collège, mais qui font deux trois lignes à droite à gauche et qui pourraient typiquement faire l'objet d'un QI. Et donc, on va essayer d'aborder un petit peu toutes ces choses-là. Donc, ça va être un petit peu peut-être plus dur pour vous parce qu'il y a ça va être des choses un petit peu moins classiques, entre guillemets, mais encore une fois, tout est dans le collège et donc ça vaut le coup d'en avoir entendu parler, d'avoir vu une petite iconographie. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc on commence un peu avec ce que j'ai appelé les QI iconographie, et on commence par quelque chose que vous détestez, j'en suis navré, mais ça vaut le coup encore une fois d'avoir vu ce type d'image, c'est les images de l'oreille moyenne et donc les scanners des rochers. Donc là je vous présente le cas d'un enfant qui a été renversé, un accident de la voie publique, sans perte de connaissance, et qui vient aux urgences pour un vertige. Euh, un vertige avec un syndrome vestibulaire périphérique, mais un nystagmus qui bat du côté de la lésion. Et ça permet juste de nuancer par rapport à ce qu'on a dit sur le syndrome vestibulaire. Je vous avais dit qu'il y a une déviation posturale harmonieuse d'un côté et un nystagmus qui bat du côté opposé. C'est le cas dans l'immense majorité des syndromes vestibulaires, mais parfois à la phase aiguë initiale, on peut avoir un nystagmus dit irritatif, et donc un nystagmus qui bat du côté de la lésion, qui reste horizontal ou horizonto-rotatoire, et qui bat du côté de la lésion, et qui secondairement va battre du côté opposé. Voilà, donc ça permet juste d'évoquer ce petit point, et donc vous faites un scanner, et vous recevez cette coupe de scanner. C'est un scanner donc des rochers, scanner en coupe axiale. Les scanners des rochers, on les injecte pas spécialement quand c'est pour des fractures, enfin pour du post-traumatique. Et donc, on va le légender ensemble. Donc, en 1, vous voyez cette image en forme de colimaçon, entre guillemets. Donc, vous voyez des tours de spire coupées. Et donc, c'est la cochlée, d'accord ? Ici, vous voyez le vestibule qu'on objective parce que vous avez ici l'utricule, la sacule, et puis ici des coupes, des canaux semi-circulaires qui sont coupés. Donc vous voyez à différents endroits, les canaux semi-circulaires. Donc dans cet os très blanc, on voit donc la cochlée et le vestibule. Qui partent de la cochlée et du vestibule un petit trait, qui sont les nerfs. Et après, on voit que un gros nerf, le paquet acoustico-facial dans le conduit auditif interne qui va jusqu'au cerveau et donc à l'angle ponto-cérébelleux. Donc c'est ici le conduit auditif interne, le 5 où chemine, je vous rappelle, la légende numéro 5, où chemine, je vous rappelle, le nerf 7 et le nerf 8. Ensuite, si on part de l'extérieur, on voit ici un os avec plein de cavités aériennes, c'est l'os de la mastoïde. Il faut savoir que l'oreille moyenne est une cavité et qu'elle est dans un os qui est spongieux, qui est plein de cavités lui aussi, qu'on appelle la mastoïde, et toutes ces cavités communiquent ensemble. Ce qui vous fait comprendre que dans la mastoïdite, eh bien, le pus qui est dans l'oreille moyenne, qui est derrière le tympan, lors d'une otite moyenne aiguë, va diffuser progressivement à l'ensemble de ces cellules, d'accord, et combler l'intégralité de la mastoïde jusqu'à ce qu'il lise la corticale externe et qu'on ait un abcès sous-periosteé, une inflammation en arrière de l'oreille. Et donc c'est ça la mastoïdite. Un point important, quand on fait un scanner à un enfant qui a une otite, on va, comme toutes les cellules communiquent entre elles, avoir du liquide dans la mastoïde, mais ce n'est pas une mastoïdite. Le diagnostic, il est clinique. Ça, c'est un point essentiel, mais on va en reparler un petit peu plus tard dans ce TP.
Et puis en 4, vous voyez une image un petit peu classique, qu'on appelle l'image en cornet de glace, l'image de l'articulation entre le marteau et l'enclume, la tête du marteau et l'enclume. Même si c'est pas l'image ici la plus typique, voilà, on peut dire que ça ressemble un petit peu à un cornet de glace, que vous pouvez voir ici en 4 avec le cône ici, et la boule de glace ici. Bon, il faut juste savoir que c'est les osselets, je pense que c'est le maximum qu'on puisse vous demander, mais ça vaut le coup de regarder un petit peu ces images. Et donc ici, vous voyez un trait, le 2, et c'est le trait de fracture. Et on va vous poser la question, est-ce que cette fracture, elle est translabyrinthique? Honnêtement, hyper dur, j'en sais rien, je suis pas expert de l'anatomie. Ok, parfait. Mais il y a un indice qui va pouvoir vous aider de façon certaine, c'est que vous allez rechercher dans le labyrinthe, donc dans la cochlée ou le vestibule, des bulles d'air. Et si vous voyez des bulles d'air, c'est donc que la fracture est forcément translabyrinthique. Elle va passer par le labyrinthe et qu'elle a ouvert d'une certaine façon le labyrinthe pour que l'air rentre dans le labyrinthe. Donc, si vous voyez un trait de fracture et une bulle d'air, c'est gagné. Fracture translabyrinthique. Si vous voyez pas de trait de fracture, mais une bulle d'air dans la cochlée ou dans le vestibule, un pneumolabyrinthe, c'est que forcément, il y a soit une fracture translabyrinthique, soit une ouverture de l'oreille moyenne, et donc une luxation de la fenêtre ovale, enfin, de la platine de l'étrier, ou une fracture qui passe par la fenêtre ronde. Donc, regardez bien cette image de pneumolabyrinthe, elle vous permettra de dire qu'il y a bien une atteinte labyrinthique. Légendez ce scanner, donc 1, la cochlée, 2, la fracture qui serait extralabyrinthique, 3, présence d'air témoignant d'une fracture du rocher, 4, osselet, 5, conduit auditif externe. Alors, est-ce que le 1, c'est la cochlée? On a dit oui. Est-ce que le 2, c'est une fracture extralabyrinthique? Je ne sais pas répondre. Eh bien non, on a dit il y a de l'air dans le labyrinthe, il y a de l'air dans la cochlée, un pneumolabyrinthe, donc il y a forcément une fracture translabyrinthique. Donc 2, c'est faux. La présence d'air 3 témoignant d'une fracture du rocher. Pas du tout. On a dit que ça, c'est les cellules aériennes normales de la mastoïde. 4, les osselets. Parfait. Et 5, le conduit auditif interne et pas externe. Ensuite, deuxième scanner un peu classique de traumato, vous analysez le scanner du massif facial d'un patient de 28 ans qui a une diplopie après un traumatisme facial. Et donc là, vous ne pouvez pas passer à côté du signe de la flèche puisqu'il y en a 3, mais on va regarder ce scanner ensemble. Premièrement, on va regarder tout sauf la fracture, et donc on a ici le sinus maxillaire, ça permet de réviser l'anatomie des sinus, donc ici le sinus maxillaire, l'ethmoïde, le sinus ethmoïdal, je vous rappelle, qui est séparé de l'orbite par la lame papyracée. On s'en rappelle, dans les ethmoïdites, bien regarder l'orbite, rechercher une extension intra-orbitaire de l'ethmoïdite. Je vous rappelle que l'ethmoïde et le sinus maxillaire, comme le sinus frontal, se drainent au méa moyen, qui est ici, sous le cornet moyen, que l'ethmoïde postérieur et le sphénoïde ont leur propre ostium. Je vous rappelle qu'on a des âges théoriques d'apparition et de fonctionnalité des sinus, comme on avait dit à la conférence numéro 1, et donc globalement, dans les premiers mois de vie, on peut avoir des ethmoïdites, qu'on n'a pas de sinusite maxillaire avant 3 à 5 ans, qu'on n'a pas de sinusite frontale avant à peu près 9 ans, et pas de sphénoïdite avant 11 à 12 ans. Ok? Très important, et on avait dit on n'est pas à l'année près, mais par contre, il faut être à peu près au courant de ces repères. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Cornet inférieur, cornet moyen, et donc ici, vous voyez une fracture du plancher de l'orbite. Fracture du plancher de l'orbite, votre premier réflexe, à juste titre, c'est l'incarcération du muscle droit inférieur, qu'on voit très bien ici. Et donc, une question qui va être posée probablement, c'est quelles sont les causes possibles de cette diplopie? Incarcération du droit inférieur. Et donc, on va faire éventuellement un test on va faire une oculomotricité, éventuellement sous AG, un test de duction forcée. Et donc, s'il y a une incarcération, c'est une urgence chirurgicale avant une nécrose éventuelle du muscle, et donc une ophtalmoplégie définitive, et d'où la diplopie. Mais d'autres complications qu'il va falloir rechercher de façon systématique, et dont on a moins l'habitude, c'est l'hématome intraconique, et donc toujours rechercher une baisse d'acuité visuelle et un hématome intraconique. Et puis on va le voir après, les réflexes hallucinants peuvent parfois vous perdre, encore une fois, et donc ici, on a une fracture en trappe,
et donc une incarcération possible du droit inférieur. Souvenez-vous bien de ça, puisqu'on en reparlera sur le scanner suivant. Autre chose qu'il peut y avoir, c'est des hypoesthésies du 5-2, hypoesthésie du 5-2, d'accord, dont l'orifice de sortie est en regard de la pommette, de l'os malaire, donc vraiment dans cette région. Et donc d'ailleurs, vous le voyez ici sur le scanner, très probablement que le 5-2 est ici, d'accord, donc hypoesthésie du 5-2. Le traitement, c'est alors d'aller désincarcérer le droit inférieur et d'aller éventuellement mettre une plaque pour reconstruire la fracture du plancher. Si vous ne voyez pas la fracture, un indice qui pourrait être très intéressant encore une fois, c'est la présence d'un pneumo-orbite. Si vous avez de l'air dans l'orbite, vous avez forcément une fracture du cadre orbitaire, soit du côté de l'ethmoïde, soit du côté du sinus maxillaire, donc au niveau du plancher ou de la lame papyracée, et donc vous allez rechercher cette fracture. Mais en tous les cas, si vous avez un pneumo-orbite, vous avez forcément une fracture du cadre orbitaire. Dans ce cas, la diplopie peut s'expliquer par une lésion du nerf 4, par une lésion du globe oculaire, par une énophtalmie, par une incarcération de la graisse ou par une incarcération du muscle. Et donc, la réponse est incarcération du muscle droit inférieur. Maintenant, vous avez ce nouveau scanner. Scanner du massif facial, à nouveau en coupe coronale, et nous allons le légender encore une fois ensemble. Je vous laisse répondre. Qu'est-ce que c'est que le 1 ? Sinus ethmoïdal. Le 2, muscle droit inférieur. Le 3, sinus maxillaire. Le 4, alors le 4 est un petit peu décalé, j'en suis navré, c'est la lame papyracée, pardon, que je vais vous montrer. Donc on a ici la lame papyracée, comme je vous avais dit, le droit médial, le droit inférieur, le droit latéral. Et ici, le cornet inférieur, le 5.